Cette vidéo, on ne va pas assister à une simple réparation, mais bien à une véritable résurrection. La voiture, une Mercedes W124, était abandonnée depuis plusieurs années. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et allons-y. La voiture était rouillée de partout, les pneus complètement à plat, toutes les vitres brisées, preuve qu'elle avait été laissée à l'abandon pendant très longtemps. Bien sûr, la batterie était totalement déchargée. Il a donc pris un jump starter et l'a connecté, un appareil qui se branche sur une batterie vide pour lui donner une forte impulsion électrique et permettre de démarrer le moteur. L'appareil ressemble un peu à une batterie externe. Il a essayé de lancer le moteur, le démarreur a bien réagi, mais le moteur lui-même avait évidemment des problèmes après tant d'années d'immobilisation. Il a alors apporté un petit compresseur provenant d'une autre voiture. Son utilisation est très simple. Il l'a branché sur l'allume-cigare de la voiture, puis a connecté son tuyau au pneu à regonfler en le fixant correctement pour éviter toute fuite d'air. La roue s'est gonflée rapidement et facilement. Il a répété la même opération avec les pneus avant afin de pouvoir déplacer la voiture. Une fois terminé, il a réussi à la bouger et l'a conduite dans le garage où a laissé dérouler toute l'opération de remise en état. Il a retiré l'emblème Mercedes à l'arrière et à l'avant pour le remplacer par un modèle en meilleur état. Ensuite, il a brisé tout le pare-brise qui de toute façon était fissuré et devait être remplacé. Il l'a entièrement retiré de la voiture, puis a démonté l'encadrement latéral à l'aide d'une barre métallique et d'un marteau. Cet encadrement s'étendait jusqu'au toit de l'autre côté, qu'il a également démonté de la même façon. Il a retiré le cadre supérieur du pare-brise, ainsi que les joints en caoutchouc tout autour. Tout cela était nécessaire pour que, lorsqu'il installe la nouvelle vitre, elle soit parfaitement posée sans aucun reste de verre ou de caoutchouc déchiré. Il a aussi enlevé le joint situé au-dessus des essuie-glaces qui faisait partie de l'encadrement du pare-brise. À l'aide d'un petit aspirateur, il a nettoyé tous les résidus tombés sur le capot, autour de l'encadrement et au niveau des essuie-glaces. À l'intérieur, la voiture était complètement délabrée. Évidemment, il a enlevé tous les éclats de verre qui se trouvaient sur les sièges, le tableau de bord, les pédales, absolument partout. Chaque trace de verre qu'il voyait, il l'a retirée. Le petit triangle de vitre arrière était brisé mais encore en place, alors il l'a immédiatement démonté, et il a fait la même chose de l'autre côté. Passons maintenant à l'arrière de la voiture. Il n'y avait carrément plus de vitres, tout était tombé à l'intérieur. Il a donc démonté tout l'encadrement. Comme la voiture est un modèle assez ancien, le prix des pièces de rechange varie énormément, selon leur état, qu'elles soient d'occasion ou neuves, et aussi selon l'endroit où on les achète. En général, les vidéos de réparation automobile se divisent en deux catégories. Le premier type, c'est la réparation classique. Quand une voiture a subi un problème précis, comme un accident ou un choc, l'objectif est de remettre les parties endommagées dans leur état d'origine. La réparation peut alors être simple, comme des travaux de carrosserie, ou aller jusqu'au remplacement de certaines parties de la structure. Le deuxième type, c'est ce que l'on voit dans cette vidéo, une restauration complète. C'est un travail plus vaste et souvent beaucoup plus complexe, qui demande l'intervention de professionnels capables de redonner à la voiture son aspect et son état d'origine. Cela concerne surtout les véhicules anciens ou de collection, qui se détériorent naturellement avec le temps et l'immobilisation. Le processus implique de démonter de nombreuses pièces et de les remplacer par d'autres, souvent très difficiles à trouver sur le marché, voire introuvables, et qui coûtent en général très cher. Une fois le nettoyage du verre terminé, il a commencé à démonter le pare-choc avant. En occasion, on peut en trouver entre 250 et 400 $ pour une version standard, mais pour un modèle AMG, le prix grimpe beaucoup plus haut. Il a également démonté le pare-choc arrière ainsi que les feux arrière, qui peuvent coûter environ 150 $ la paire. Ensuite, il a retiré les rétroviseurs, estimés à environ 140 $, puis les phares avant et les clignotants. Vient alors la phase où le vrai travail commence, le ponçage. Il a poncé toute la peinture afin de ramener la carrosserie à nu, directement sur la tôle. Bien sûr, il devait être très attentif à cette étape pour ne négliger aucune partie qui n'aurait pas été poncée et aussi pour garantir qu'au final, la peinture ressorte parfaitement. Surtout qu'il travaillait avec des outils plutôt basiques. En observant bien, on remarque de petites bosses sur le capot qu'il a commencé à redresser au marteau pour que la surface soit uniforme sans aucune déformation. Il a également travaillé sur les détails des bas de caisse afin qu'aucun défaut ne soit visible et a appliqué la même attention au toit. Cette étape est essentielle pour éviter que la tôle ne nécessite trop de mastic par la suite. Une fois cette préparation terminée, il a appliqué une première couche de mastic sur le capot en y ajoutant une substance qui accélère le durcissement. C'est un produit indispensable qui permet au mastic de se solidifier. Dans la plupart des vidéos de réparation, lorsqu'il y a une étape de ponçage, on retrouve toujours ce mélange. En effet, le mastic est naturellement très souple et une réaction chimique se produit lorsqu'il est combiné à ce durcisseur, ce qui le fait sécher très rapidement, en quelques minutes.
C'est pourquoi il faut toujours préparer une petite quantité seulement, afin de pouvoir la travailler avant qu'elle ne sèche. Il a ensuite appliqué le mastic progressivement sur toute la surface du capot pour combler chaque imperfection ou irrégularité, afin que la tôle devienne parfaitement uniforme et prête à recevoir la peinture sans que le moindre défaut n'apparaisse. Après avoir terminé le capot, il est passé à la portière avant droite, appliquant le mastic de la même manière, en veillant à ce qu'il n'y en ait pas trop. Il a laissé reposer une journée avant de reprendre le travail. Une fois le mastic appliqué sur toute la voiture, il a utilisé une ponceuse électrique, cette fois pour poncer complètement la carrosserie recouverte de mastic. La machine permettait d'éliminer les excédents et de rendre la surface totalement lisse et régulière, ce qui prépare idéalement la voiture pour la phase de peinture. Bien entendu, il devait repasser plusieurs fois sur certaines zones pour s'assurer que toute la surface soit parfaitement homogène sans aucune différence de texture. Ensuite, il a poursuivi le travail avec un ponçage manuel. La ponceuse électrique sert surtout à retirer rapidement l'excédent de mastic et à uniformiser les grandes surfaces, tandis que le ponçage manuel permet d'affiner et d'atteindre un niveau de finition impeccable. Le ponçage manuel, lui, est utilisé pour la finition et les dernières retouches. Il s'en est donc servi à cette étape pour s'assurer que la surface soit encore plus lisse et mieux nivelée. Cela lui a aussi permis d'atteindre les zones très étroites et difficiles d'accès où la machine ne pouvait pas aller. C'était évidemment essentiel. Le capot pouvait alors être considéré comme terminé. Il a répété la même opération en alternant ponceuse électrique et ponçage manuel sur toutes les autres parties de la voiture. On arrive maintenant à l'étape la plus intéressante, la peinture. Comme je l'ai déjà mentionné, il travaillait avec des outils très rudimentaires, sans véritable cabine de peinture. L'objectif n'était pas d'obtenir un rendu professionnel de carrosserie, mais la meilleure finition possible avec les moyens dont il disposait. Il a donc peint la voiture en rouge clair, une couleur plutôt audacieuse pour une Mercedes ancienne de ce type. Une fois la peinture terminée, il a ouvert le capot, dévissé toutes les fixations de ses supports et l'a sorti. Il a ensuite retiré la boîte du filtre à air qui ici se présente de manière un peu différente puisque la voiture est un modèle de 1993. Avec un palan très simple, il a commencé à soulever le moteur hors de son compartiment. Il s'agit ici de moteurs codés M102, un 4 cylindres de 2 litres développant environ 110 chevaux et 170 Nm de couple. Il a débranché les câbles des bougies d'allumage, dont la fonction est de produire l'étincelle qui enflamme le mélange air-carburant à l'intérieur du moteur, permettant ainsi son fonctionnement. Il a retiré la jauge d'huile, puis a dévissé le cache-culbuteur ou couvre-culasse. Cette pièce, fixée par 5 vis environ, a pour rôle essentiel de maintenir l'huile à l'intérieur et d'éviter toute fuite. Il l'a topoté légèrement tout autour pour le décoller, car il était bien serré et difficile à enlever avant de réussir à l'extraire. Ensuite, il a dévissé le collier du conduit d'air et sorti le carburateur fixé ici par 3 vis. Cet élément est une pièce complète chargée de mélanger l'essence et l'air et de distribuer ce mélange à chaque cylindre pour provoquer la combustion et faire tourner le moteur. Enfin, il a attaqué le démontage des vis du collecteur d'échappement. Sa fonction est de collecter tous les gaz brûlants qui sortent de chaque cylindre du moteur et de les diriger vers un point unique afin qu'ils puissent s'évacuer par l'échappement. Il a ensuite démonté le filtre à huile avec son support, puis retiré le ventilateur du radiateur ainsi que la pompe à eau, dont le rôle est de faire circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur. Après cela, il a enlevé la poulie du tendeur de courroie, plus les supports du compresseur de climatisation. Il a également démonté l'alternateur, c'est-à-dire le générateur électrique chargé de produire du courant afin de recharger la batterie et d'alimenter tous les composants électriques du véhicule, comme l'autoradio, les phares et autres. Tous ces éléments tirent leur mouvement de la rotation du moteur. Il a ensuite retiré le bloc complet du filtre à huile, qui comprend aussi l'échangeur, puis sorti la pompe à eau elle-même. Évidemment, une fois démonté, tout le liquide de refroidissement restant s'est écoulé. On passe maintenant aux pièces internes du moteur. Il a d'abord démonté l'ensemble des culbuteurs, des éléments essentiels du système de distribution dans un moteur à combustion interne. Quand l'arbre à cames tourne, ces cames appuient sur l'extrémité de ces culbuteurs, ce qui les fait basculer de l'autre côté et pousse les soupapes. Celles-ci peuvent ainsi s'ouvrir et se fermer normalement, permettant l'admission du mélange air-carburant et l'évacuation des gaz. Il y en avait 4 alignés, il les a tous démontés et a retiré leurs vis. Ensuite, il est arrivé à l'arbre à cames. Il a d'abord déposé la poulie de distribution, puis sorti l'arbre à cames lui-même. Après cela,
il a desserré les vis qui fixaient toutes les pièces au-dessus de la culasse, 10 vis exactement. Une fois celle-ci retirée, il a pu déposer la culasse. Puis il s'est attaqué à l'embrayage. Il a dévissé les boulons du disque et du mécanisme afin de les séparer du volant moteur. Le volant, cette grande pièce circulaire, est fixé à l'extrémité du vilebrequin et tourne en même temps que le moteur. Le disque, lui, est monté dessus et fixé avec. En son centre se trouve le plateau d'embrayage qui transmet le mouvement à la boîte de vitesse. Lorsque l'on relâche la pédale d'embrayage, le disque s'accole au volant et transmet la rotation. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, le mécanisme exerce une forte pression sur le disque, ce qui le colle au volant moteur. De cette façon, le moteur et la boîte de vitesse sont solidement reliés. A l'inverse, lorsque l'on enfonce la pédale, la pression est relâchée, le disque se décolle et le moteur se désaccouple de la transmission. Tout ce système fait partie de l'embrayage, qui assure la liaison entre le moteur et la boîte. En observant de plus près, on remarque que les dents de la couronne sont très usées, ce qui est crucial, car ce sont elles que le démarreur entraîne pour lancer le moteur. Il a ensuite démonté le joint spie arrière, ou joint d'étanchéité, dont la fonction est d'empêcher les fuites d'huile à l'extrémité du vilebrequin. Puis, il a retiré le carter d'huile, qui est en fait le réservoir où se stocke l'huile moteur, afin que la pompe à huile puisse l'aspirer et la redistribuer dans toutes les parties du moteur. Ensuite, il a démonté les paliers du vilebrequin, ces supports qui maintiennent le vilebrequin bien en place dans le bloc moteur et lui permettent de tourner librement. Il y en avait 5 au total, qu'il a tous déposés. Il a aussi démonté les chapeaux de bielle qui relient les pistons au vilebrequin. Après avoir retiré les vis, il a tapoté de l'intérieur sur les bielles pour pousser les pistons vers le haut et les extraire des cylindres. Les pistons sont ainsi sortis assez facilement. Le premier piston présentait un trou bien visible au centre. Un tel percement, une fissure sur la calotte du piston, indique une avarice grave. Les causes possibles sont une surchauffe extrême, une combustion anormale, ou encore la chute d'un corps étranger métallique dans la chambre de combustion. Il a ensuite pris tous les pistons et les a nettoyés à l'essence à l'aide d'une petite brosse afin de bien enlever tous les dépôts. Concernant le piston fissuré, il a soigneusement poncé la surface abîmée. Normalement, la solution correcte aurait été de le remplacer par un piston neuf, mais dans ce cas, voulant réduire les coûts au maximum, il a choisi de le réparer en le soudant. Après le soudage, il a ajouté de l'huile pour nettoyer les traces de limaille et de ponçage. Il a également constaté qu'une dent d'un engrenage était cassée. Là encore, au lieu de remplacer la pièce, il a recréé une dent similaire en utilisant la soudure. Enfin, il est passé au moteur lui-même, dans la phase appelée révision ou remise en état complète. La première étape consiste naturellement à le laver soigneusement à l'eau et au savon. L'objectif de ce lavage était d'éliminer toutes les huiles anciennes et les saletés avant de procéder au remontage. Mais plus important encore que le lavage, peu importe le produit utilisé, c'était de bien sécher l'ensemble afin d'éviter toute apparition de rouille sur les pièces métalliques. Il a retiré les résidus collés sur les bords, nettoyé les restes d'huile accumulés dans les zones étroites et soigneusement lavé toutes les chambres des pistons. Cela permet de garantir que le mouvement des pistons sera fluide à l'intérieur de leur cylindre et qu'aucun problème mécanique ne surviendra plus tard. Ensuite, il a plu toutes les pièces démontées, les a nettoyées, puis a peint le bloc moteur en noir. Toutes les autres pièces qu'il avait retirées ont également été peintes. Et il a lavé absolument chaque petit élément, vis, écrou, boulon, tout à l'eau. On passe alors au remontage du moteur. La première étape a été la remise en place des pistons dans leurs cylindres qui se sont installés correctement sans difficulté. Puis il a fixé les paliers de l'arbre à cam, les a vissés solidement et fait tourner l'arbre pour accéder aux autres emplacements afin d'installer les paliers restants qu'il a également bien serrés. Ensuite, il a monté le carter d'huile et bien serré toutes ses vis. Il fallait absolument s'assurer que tout soit parfaitement ajusté afin qu'aucune fuite d'huile ne se produise plus tard. Il a également installé le joint spie arrière, bien calé à sa place pour éliminer tout risque de fuite d'huile à ce niveau. Comme tu peux le remarquer, tout ce qui concerne le système d'huile est fixé avec de nombreuses vis afin de rester parfaitement stable et hermétique. Il a poursuivi avec la culasse, posée et fixée avec l'ensemble de ses vis, puis installé la poulie de distribution sur l'arbre à cam. Il a ensuite monté la chaîne de distribution sur la poulie bien en place. Après cela, il a installé les 4 culbuteurs rocker arm, placé l'axe qui les maintient ensemble, puis resserré toutes les vis. Enfin, il a remonté le cache-culbuteur. Pour terminer, il a réinstallé la pompe à huile et certaines pièces du système d'aspiration et de distribution d'huile, replacé la pompe à eau, puis fixé un module complet de filtre à huile solidement vissé à son support. Il a ensuite installé l'allumeur, dont la fonction est de distribuer l'électricité vers les câbles des bougies au bon moment pour provoquer l'explosion dans les cylindres. Puis, il a fixé l'alternateur, suivi du compresseur de climatisation.
Il a également monté les durites de liquide de refroidissement, en particulier celle qui renvoie le fluide chaud du moteur vers le radiateur. Ce dernier le refroidit avant que le liquide ne revienne au moteur par une autre durite. Après cela, il a installé la poulie de l'arbre à cam, puis enfin la poulie de la pompe à eau, dont le rôle est de transmettre le mouvement du vilebrequin à l'arbre à cam, afin d'assurer le bon calage de l'ouverture et de la fermeture des soupapes. Il a mis la courroie sur toutes ces poulies, installé le ventilateur de refroidissement, puis monté le collecteur d'échappement et, par-dessus, le volant moteur. Ensuite, il est passé à la boîte de vitesse. Il a sorti la cloche d'embrayage avec l'arbre d'embrayage qui permet de désaccoupler et libérer la transmission lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage. Puis, il a retiré la fourchette d'embrayage ainsi que le couvercle du roulement d'embrayage, pièce fixée dans la boîte qui permet au mécanisme de tourner sans frottement excessif. Il a démonté les supports, retiré l'arbre de la boîte, puis ouvert cette dernière pour en sortir tous les engrenages. Il les a soigneusement lavés afin de les remettre propres. L'un des pignons avait une dent cassée, alors il en a fabriqué une nouvelle, identique aux autres, et a réglé les engrenages. La boîte a ensuite été entièrement nettoyée, comme il l'avait fait pour le moteur. Même chose pour l'arbre d'embrayage. Il y avait une cassure sur la cloche qu'il a réparée du mieux possible avant de poncer les excédents pour obtenir un aspect final correct. Puis il a replacé le pignon à sa position exacte, refermé la boîte et l'a peinte en noir pour lui donner le même aspect que l'amateur. Enfin, il a réinstallé le moteur et la boîte dans la voiture. Et ainsi, la voiture était prête à rouler de nouveau. Ce fut la fin de ce voyage de renaissance complète. Une Mercedes méconnaissable revenue à la vie qui roule parfaitement sans le moindre problème. N'oublie pas de nous écrire quelles autres voitures tu voudrais voir restaurées et pense aussi à revoir les autres vidéos. Tu y trouveras des réparations et des modifications automobiles de très haut niveau. À bientôt!